Mesdames, Messieurs, une annonce pour commencer. Le volume Valérie au Collège de France, dirigé par Mathilde Manara et par moi-même, vient de paraître, comme vous le voyez, aux éditions du Collège de France. Il est, je dois dire, absolument somptueux. Je n'y suis pour rien. Ce sont les éditions qui ont bien travaillé, d'autant plus qu'il comprend, ça vous ne le voyez pas, vous ne pourrez le voir que si vous l'achetez, il comprend un magnifique cahier d'illustrations hors texte, en couleur, avec des documents totalement inédits et, je crois, très intéressants. C'est un livre qui reprend les actes du colloque qui s'est tenu ici même, en juin 2023, et qui propose ainsi, après la publication du cours de poétique au début 2023, qui propose la première synthèse, la première réflexion historique, philosophique, critique sur l'enseignement que donna Paul Valéry, ici, au Collège de France, de 1937 à 1945, pendant les 8 années que dura son mandat de professeur. Vous y trouverez donc des réflexions sur sa théorie de la poétique, sur sa réflexion sur la littérature. Vous y verrez aussi les résonances de sa théorie de l'esprit et du cerveau, qui compte tellement pour lui dans sa théorie poétique, les résonances de cette théorie de l'esprit et du cerveau dans la psychologie contemporaine, dans les neurosciences contemporaines telles qu'elles se font aujourd'hui. Il y a aussi des considérations sur son action politique, sur son engagement politique, puisque une bonne partie de son professorat s'est exercé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est aussi question, dans ce livre, de la réception de Valéry. Réception de Valéry par les poètes, par les écrivains, puisque Valéry était lui-même écrivain et poète, mais aussi et surtout par les professeurs du Collège de France. Et donc, il y a là des synthèses, les premières, sans doute, du genre, sur la réception de Valéry, la lecture de Valéry, par des grands professeurs du Collège de France, pour qui Valéry a beaucoup compté, Maurice Merleau-Ponty, Roland Barthes, Yves Bonnefoy et Jacques Bouvresse. Jacques Bouvresse, du reste, à qui le livre est dédié. Mais le livre lui-même, alors ça c'est un côté mis en abîme, le livre participe aussi à cette réception de Valéry par le Collège de France, puisque plusieurs professeurs du collège y ont participé, y ont contribué, Antoine Compagnon, Jean-Pierre Changeux, Carlos Sola, Claudine Tiercelin, Benoît Peters, et sans compter votre serviteur, bien entendu. Bref, je ne saurais trop y insister et je m'arrête là-dessus. C'est le compagnon indispensable aux 2 tomes du cours de poétique de Paul Valéry, paru chez Gallimard début 2023. Fin de la page de publicité, mais quand même une publicité de bon aloi, comme je pense vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, il y a 3 ans, presque jour pour jour, le 8 mars 2022, après les vacances de février, justement, je revenais devant vous, le cœur lourd, l'âme en peine. La Russie venait d'attaquer l'Ukraine sans avoir été elle-même menacée de la moindre façon, sans autre motif qu'une volonté de puissance, qu'une volonté de conquête sans frein, avec un cynisme indécent, digne des pires exemples de l'histoire, au mépris des règles les plus fondamentales du droit international, et en particulier du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et en violant délibérément, il faut le rappeler, en violant délibérément les traités que la Russie avait elle-même signés. Depuis 2022, nous vivons sur le continent européen une guerre d'agression d'une violence sans égale depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2022, cette guerre injuste, cette guerre inégale a fait
de part et d'autre, des centaines de milliers de morts. Des millions d'Ukrainiens ont été obligés de fuir à l'étranger ou ont été déplacés à l'intérieur du pays. Et 3 ans plus tard, aujourd'hui, alors que s'engagent de prétendus pourparlers de paix qui, pour l'instant, excluent de manière inique, de manière scandaleuse, les principaux intéressés et les victimes principales de cette guerre, à savoir les Ukrainiens, eh bien aujourd'hui, une relecture choquante de l'histoire est proposée par les plus grandes puissances qui voudraient faire passer les victimes pour des agresseurs, les agresseurs pour des victimes, les dictateurs sanguinaires et criminels pour des parangons de vertu et des messagers de paix. Et quant aux héros véritables de la guerre, celui-là même, pourrais-je dire, qui tentent de défendre leur pays contre l'envahisseur et dont le courage, l'intelligence et le sens du sacrifice suscitent depuis 3 années l'admiration universelle, eh bien, ces héros-là, on voudrait les faire passer pour des dictateurs et des fauteurs de guerre. Ces mensonges, parce qu'ils sont proférés par nos plus proches alliés, en sont d'autant plus odieux. Ils laissent présager des moments difficiles. Et de tels discours contrefactuels doivent être dénoncés avec la plus grande énergie. Il faut espérer que la raison et la justice finissent par triompher d'une telle entreprise de désinformation. Et c'est le moment de rappeler, ici même, au Collège de France, mon engagement, et je dirais même plus volontiers notre engagement indéfectible pour la vérité, pour la raison, pour la science, pour l'établissement rigoureux des faits, qui sont les seuls moyens de lutter contre les discours aberrants, les discours machiavéliques et trompeurs. Platon l'avait déjà montré à travers les personnages de Calliclès dans le Gorgias et de Thrasymachie dans la République. Et puis après Platon, beaucoup plus tard, plus près de nous, l'écrivain russe Evgueni Zamyatin en avait fait un roman avec Nous ou Nous autres, qui était le premier titre de la traduction française. Et puis George Orwell avait suivi avec 1984. Tous avaient montré que la loi du plus fort, cette loi du plus fort qui est défendue par Calliclès et par Thrasymachie face à Socrate dans les 2 dialogues du Gorgias et du La République, la loi du plus fort passe toujours par une difficulté, par une résistance à accepter le principe même de l'existence d'une vérité. Autrement dit, la vérité en tant qu'elle est établie par des procédures indépendantes, qu'elle est établie par des protocoles rigoureux, sans égard aux puissances qui gouvernent notre monde, la vérité est l'ennemi naturel de la loi du plus fort. Défendre la vérité scientifique est une exigence face aux menaces de la tyrannie. Alors, vous me direz que peut-être la lecture littéraire relève sans doute plus de l'art que de la science. Il y a, nous l'avons vu, plusieurs manières d'interpréter une œuvre. Les meilleurs critiques, nous l'avons vu avec Les Bergers d'Arcadie de Poussin, les meilleurs critiques ne seront pas toujours d'accord entre eux sur un sens univoque à attribuer à telle ou telle œuvre. Mais s'il y a une science de la lecture, et non pas seulement un art de la lecture, s'il y a une science de la lecture, je crois qu'elle consiste d'abord
à savoir discriminer entre l'essence probable et l'essence improbable, voire l'essence impossible. Cette science de la lecture consiste à savoir refuser les lectures aberrantes, voire les lectures impossibles. Elle consiste, cette science de la lecture, à savoir refuser, à comprendre qu'il y a des lectures impossibles. Et plus que jamais, donc, il est indispensable de savoir comment lire, comment interpréter, comment tirer le sens d'une œuvre, le sens d'un texte qui nous est soumis, comment ne pas se laisser abuser par la première interprétation venue, cette interprétation qui ira dans le sens de nos désirs, sans satisfaire aux données propres du texte ou de l'œuvre que nous lisons ou que nous regardons, sans respecter les règles mêmes de la lecture et de l'interprétation, sans respecter la prise en compte, sans prendre en compte la forme, sans prendre en compte la structure, le contexte ou bien l'intention de l'œuvre ou du texte lui-même. Et pour autant, et puisque l'occasion de ce propos est un événement tragique, une guerre, lire une œuvre n'est pas la même chose que lire un événement historique. Et c'est ici que, si vous le voulez bien, je souhaiterais faire une petite comparaison entre l'interprétation historique d'une part et l'interprétation littéraire de l'autre. Pardonnez-moi cette digression liée à l'actualité, mais en fait, je ne la crois pas sans intérêt pour notre sujet qui est comment lire. Un événement historique, une guerre par exemple, ne se présente pas comme une œuvre à interpréter. On découpe cet événement dans l'histoire, on le découpe de manière plus ou moins arbitraire dans la masse des événements qui sont devant nos yeux. On essaie de comprendre l'intention des différents acteurs qui interviennent, on essaie de comprendre les déterminismes qui les font agir, parfois malgré eux. On essaie de comprendre le sens qu'ils donnent ou qu'ils veulent donner à leur action, et on essaie de comprendre aussi les conséquences voulues ou non de ces actions. Paul Valéry le reconnaissait déjà dans l'entre-deux-guerres, donc entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Je cite, « Toute politique, on est en 1931, toute politique jusqu'ici spéculait sur l'isolement des événements, la capacité que l'on aurait à isoler un événement dans l'histoire. L'histoire était faite d'événements qui se pouvaient localiser, et il souligne localiser. Ce temps touche à sa fin. Toute action, désormais, fait retentir une quantité d'intérêts imprévus de toutes parts. Elle engendre un train d'événements immédiats, un désordre de résonance dans une enceinte fermée. Les effets des effets, c'est-à-dire non pas seulement les premiers effets qui sont attendus, mais les effets qu'engendrent ces premiers effets-là. Les effets des effets, qui étaient autrefois insensibles ou négligeables, relativement à la durée d'une vie humaine et à l'ère d'action d'un pouvoir humain, se font sentir presque instantanément, à toute distance, reviennent aussitôt vers leur cause, ne s'amortissent que dans l'imprévu. L'attente du calculateur est toujours trompée et l'est en quelques mois ou en peu d'années. En quelques semaines, des circonstances très éloignées changent l'ami en ennemi, l'ennemi en allié, la victoire en défaite. Aucun raisonnement économique n'est possible. Les plus experts se trompent, le paradoxe règne. Bon, ce texte de Valéry a quelques résonances aujourd'hui, il me semble. Combien prophétique me paraît ce constat dressé par Valéry avant la Seconde Guerre mondiale. Il faut donc absolument relire Paul Valéry. Il faut toujours relire Paul Valéry, hein, sur l'histoire en particulier. Sur l'histoire. Valéry développe des critiques de l'histoire en tant que discours arbitraire.
Des critiques du reste qui sont faites au même moment et adressées à l'histoire par en France, par Marc Bloch et Lucien Febvre, au sein même de l'école des Annales, et puis des critiques qui seront plus tard formalisées aux États-Unis, dans la réflexion américaine, par Hayden White, dans son livre fameux et essentiel, Meta History. C'était en 1973, un livre qui analyse le discours de l'histoire comme un discours proprement poétique, en tout cas faisant usage de moyens poétiques. Alors, on pourrait essayer d'objecter à Valéry que certains événements, quand même, malgré tout, se prêtent davantage au calcul, car ce sont des événements très très ponctuels, localisables et liés à une intention particulière. Des événements qui peuvent ainsi apparaître comme des messages à interpréter. Et l'exemple qui vient premier sans doute à l'esprit, le plus évident dans ce contexte-là, c'est l'exemple d'un acte terroriste. Un acte terroriste qui peut être, effectivement, qui peut paraître de pouvoir se prêter comme un événement interprétable. Dans un article célèbre, L'esprit du terrorisme, paru dans Le Monde le 3 novembre 2001, puis ensuite devenu un livre, Jean Baudrillard faisait des attentats du 11 septembre 2001 le produit inévitable de la société du spectacle à laquelle s'était converti le monde occidental et les États-Unis en particulier. Alors, vous le savez peut-être, vous en souvenez peut-être, mais l'article de Baudrillard fit scandale par sa manière assez confuse, il faut le dire, de renvoyer dos à dos les deux adversaires en présence. Néanmoins, je crois qu'il avait raison, sur le fond, d'envisager le terrorisme comme un spectacle. Ce n'était pas tout à fait un hasard. Dans le second manifeste du surréalisme, en 1929, c'était dans le numéro 12 de la Révolution surréaliste, avant que le texte ne fût repris séparément, André Breton écrivait ceci, ce sont des phrases fameuses. On conçoit que le surréalisme n'est pas craint de se faire un dogme de la révolte absolue, de l'insoumission totale, du sabotage en règle, et qu'ils n'attendent encore rien que de la violence. Et voici la phrase. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers au poing, j'insiste sur le pluriel, il est dans le texte de Breton, il a beaucoup fait gloser. Certains disent, voilà, combien de poings a-t-il, combien de revolvers, ou c'est un groupe de terroristes qui intervient. Enfin, l'acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. Qui n'a pas eu, au moins une fois, envie d'en finir de la sorte avec le petit système d'avilissement et de crétinisation en vigueur, à sa place toute marquée dans cette foule, ventre à hauteur de canon. Bon, c'est fort, c'est du Breton. On peut dire que cet acte surréaliste le plus simple, tel qu'il est conçu ici et décrit par André Breton, était encore, ou est déjà, une œuvre. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une performance, clairement. Et chez Breton, il est vrai, le surréalisme revendique, au moins d'un point de vue théorique, les modes d'action terroristes qui existaient déjà depuis plusieurs décennies. Mais cette confusion, il ne l'a pas totalement inventée, elle n'est possible que parce que, en effet, une partie de l'art au XXe siècle a repris, au moins depuis Dada, les codes du terrorisme. Art, performance, militantisme, terrorisme, les frontières ont été parfois brouillées et volontairement. Dans Les Fleurs de Tarbes, ou La terreur dans les lettres, en 1941, Jean Paulhan range aussi André Breton parmi les terroristes. Non parce que Breton serait descendu dans la rue revolver au poing,
comme il le dit dans le second manifeste du surréalisme, mais parce que André Breton faisait régner la terreur dans la littérature, en disqualifiant tout ce qui relève de la rhétorique, tout ce qui relève du lieu commun, tout ce qui relève de l'imagerie traditionnelle des usages poétiques ordinaires. Il y aurait chez André Breton, comme chez d'autres, comme chez Bergson, selon Jean Paulhan, ce que Jean Paulhan appelle une misologie, une haine du langage dans son usage ordinaire. Et donc, ici, le terme de terreur, que font régner certains auteurs dans les lettres, le terme de terreur est employé par Paulhan au sens métaphorique, bien entendu. Mais la revendication de la terreur est, vous l'avez vu, convoquée par André Breton lui-même, dans un sens absolument littéral, dans le second manifeste du surréalisme, même s'il semble, les historiens me contrediront peut-être, mais je ne crois pas, même s'il semble qu'André Breton lui-même ne soit jamais passé à l'acte, en tout cas dans les revolvers au poing. L'art, donc, aime le terrorisme en tant que spectacle, depuis au moins le XXe siècle. Et le terrorisme moderne lui-même, depuis la fin du XIXe siècle, avec la théorisation de la violence révolutionnaire par Mikhaïl Bakounine, avec les attentats anarchistes qui commencent dans les années 1870 en Italie, 1880 en France, ce terrorisme moderne n'existerait absolument pas sans la médiatisation qui l'accompagne, sans la presse qui s'en fait l'écho. Tout est fait pour qu'on en parle dans la presse. La spectacularisation et même une certaine artification, c'est-à-dire transformation en art, tout cela c'est indispensable au terrorisme moderne. Et les guerres les plus récentes sont elles-mêmes pensées par les grandes puissances en fonction des images qu'elles donneront à la télévision. Si vous me passez ce souvenir personnel, enfin qui est un souvenir collectif du reste, mais je me souviens encore de la guerre du Golfe, la première, en 1990-91, et du déclenchement de l'opération de bombardement Tempête du désert, Desert Storm. C'était en direct à la télévision, c'était en janvier 1991, je vivais alors aux États-Unis, et le bombardement, je m'en souviens très très bien de ces images, commença exactement à l'heure, comme par hasard, des informations télévisées du soir. Guerre et attentats terroristes sont aujourd'hui conçus comme des spectacles. Mais la nuance qu'il nous faut introduire, et qui sera intéressante pour nous dans cette réflexion sur la lecture, c'est que tout spectacle n'est pas de l'art, tout spectacle n'est pas destiné à être lu comme de l'art. On peut en effet dégager deux principes constitutifs de l'œuvre d'art, au moins dans le monde occidental moderne. Je laisse de côté d'autres civilisations, d'autres cultures plus lointaines ou plus anciennes. Donc deux principes constitutifs de l'œuvre d'art qui la distinguent de l'action terroriste ou du pur événement historique. Premier principe d'abord. Si l'œuvre d'art peut vouloir choquer, elle ne veut pas blesser physiquement. Ça, c'est très important. Il faut le rappeler contre beaucoup de phénomènes de censure qui peuvent exister et sur lesquels je reviendrai. Si l'œuvre d'art peut vouloir choquer, elle ne veut pas blesser physiquement les spectateurs ou les observateurs. Dans la définition occidentale de l'art, l'autonomie du spectateur ou du lecteur est absolument fondamentale. Elle est même première par rapport à une autre autonomie sur laquelle on insiste beaucoup quand on parle d'art européen, moderne, qui est l'autonomie de l'artiste. Dans la théorie moderne de l'art, on a beaucoup parlé en effet de cette autonomie de l'artiste, de l'indépendance de l'artiste par rapport aux puissances. Cette autonomie de l'artiste est une réalité qui s'est construite très progressivement au fil des siècles, au fil même, je dois dire, des millénaires, et comme l'a montré Pierre Bourdieu dans Les règles de l'art, le moment décisif a été le XIXe siècle. Mais il y a des prémices de cette autonomie de l'artiste dès la Renaissance, en vérité, voire plus haut.
Donc, l'autonomie de l'artiste, disons, elle est récente, elle s'est construite progressivement, elle est moderne. Elle n'est pas absolument constitutive de l'art en tant que tel. En revanche, l'autonomie du spectateur ou du lecteur, elle est, quant à elle, je crois, constitutive de ce que nous appelons art. On vient à l'œuvre d'art librement, sans y être forcé, et on la quitte de même, aussi librement. Prenons une autre civilisation, très différente de la nôtre, lointaine, Athènes, dans l'Antiquité. Eh bien, à Athènes, personne n'était obligé d'aller assister aux représentations tragiques lors des fêtes religieuses, comme les grandes Dionysies, puisque vous savez que les tragédies grecques, vous ne le savez pas, mais enfin, je vous l'apprends, que les grandes tragédies étaient en fait, les tragédies étaient représentées lors de fêtes religieuses. Alors on pourrait dire, c'était de la religion, donc c'était pas de l'art. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça parce que personne n'a été obligé d'aller assister à ces représentations tragiques. L'entrée du théâtre était payante, 2 oboles, semble-t-il, sauf pour les citoyens les plus pauvres. Or, quand on va à la messe, aujourd'hui, on ne paye pas. Quand c'est obligatoire, on ne paye pas, c'est obligatoire, on y va, point. Et les seules contraintes, donc vous voyez que même dans ce contexte-là, la liberté du spectateur était préservée, alors même que le contexte était tout de même de type religieux. Alors, bien sûr, il y a des contraintes qui s'exercent sur les spectateurs, quand même, sur les lecteurs. Mais ces contraintes qui s'exercent parfois sont conjoncturelles, elles sont momentanées. Vous êtes dans une salle de théâtre, je n'ose même pas dire un amphithéâtre au Collège de France, vous êtes dans une salle de théâtre, vous êtes dans une salle de concert, et si l'œuvre ne vous plaît pas, ça peut arriver, si l'œuvre vous est insupportable, si vous voulez sortir avant la fin, oui, alors c'est vrai, vous devez en général attendre l'entracte. Mais non pas parce qu'on vous y force, mais c'est de manière par courtoisie, par savoir-vivre, pour ne pas gêner les autres spectateurs. Mais personne ne vous attendra à la sortie avec un fusil pour vous arrêter à la sortie de la salle, en principe. Il y a d'autres contraintes qui peuvent s'exercer effectivement sur notre rapport à l'œuvre d'art. Alors c'est une contrainte qui est ressentie durement par ceux sur qui elle s'exerce, mais c'est la contrainte qui est liée à l'école et à l'éducation. On fait lire aux élèves des œuvres littéraires. Bon, on leur fait découvrir des œuvres d'art, plastiques ou musicales, qu'en principe on voudrait leur faire apprécier, et on veut leur donner les moyens de comprendre et d'aimer, on peut espérer, ces œuvres. Et parfois cela ne fonctionne pas. Parfois, l'élève, peut-être plus souvent qu'à son tour, l'élève rechigne, et pourtant il doit continuer à lire, je ne sais pas, par exemple, Eugénie Grandet, qui lui déplaît pourtant fortement et qui l'ennuie. Alors, ne vous méprenez pas, personnellement j'aime beaucoup Eugénie Grandet, je trouve que c'est un très beau roman d'Honoré de Balzac, mais je n'ai franchement, en tant qu'enseignant, que pédagogue, je n'ai jamais compris pourquoi, sinon pour la brièveté de ce roman, eh bien, pourquoi on a si longtemps, et encore maintenant, je crois, donné ce texte à lire à des collégiens de 4e, alors que ce texte est vraiment si peu fait pour des collégiens. Donc voilà, ça, c'est un texte mal adapté. Et donc voilà, Eugénie Grandet, il y a une sorte de tyrannie d'Eugénie Grandet sur le collégien. Mais la contrainte scolaire, on pourrait dire qu'elle contredit effectivement l'autonomie du spectateur et du lecteur. Mais c'est parce que l'élève est un spectateur et un lecteur particulier. C'est un mineur. Et l'autonomie du mineur, l'autonomie de l'élève, n'est pas de toute façon complète. Donc c'est un cas tout à fait à part. Et c'est vrai que l'école n'est pas le meilleur lieu, sans doute, pour développer le sens esthétique, même si c'est l'endroit où il faut le faire malgré tout. Mais il y faut beaucoup de patience et de talent. Dans tous les autres cas de figure, j'entends les performances et l'école, lorsqu'il n'y a plus autonomie du spectateur-lecteur, il n'y a plus d'art. Il n'y a plus d'art. Mais il y a autre chose. Il y a culte religieux, il y a propagande politique. Si l'on vous oblige à lire un texte sacré, à chanter un hymne, à assister à un spectacle de propagande, on n'est plus dans le champ artistique pur.
et ce, même si des éléments esthétiques participent à l'expérience, au spectacle ou à l'hymne. Même dans les sociétés les plus cohérentes idéologiquement, doctrinalement, religieusement, il a existé des espaces d'expression artistique où le spectateur, lecteur, gardait la liberté d'entrer en contact avec l'œuvre ou bien de la quitter, même dans les régimes les plus totalitaires. Peut-être la seule exception à tout cela, ce serait l'architecture. L'architecture, parce que le monument public est celui qui s'impose à tous, que vous le vouliez ou non. Elle est visible dans l'espace de la ville, l'architecture. C'est pourquoi, du reste, l'architecture est l'art préféré de tous les régimes totalitaires. Mais c'est peut-être la seule exception. À cette exception près, ce qui distingue l'œuvre d'art du terrorisme, c'est l'autonomie du spectateur-lecteur par rapport à l'œuvre. Alors cette autonomie ne veut pas dire que le spectateur-lecteur soit totalement libre dans son interprétation, parce que cette interprétation, elle est elle-même déterminée par, on en a déjà parlé, je crois, la dernière fois, avec Raphaël Baroni, par des protocoles de lecture, par des contraintes sociales, par des communautés interprétatives, pour citer Stanley Fish. Mais c'est quand même un principe tout à fait fondamental sur lequel il faut insister, que je voudrais rappeler, c'est que ce premier principe de l'œuvre d'art, par contraste avec l'événement historique et un événement comme un attentat, par exemple, par rapport au terrorisme, l'œuvre d'art crée un espace de liberté, un temps de liberté pour le lecteur, alors que l'événement historique, quant à lui, nous contraint. L'événement historique s'impose à nous sans possibilité de dérobade. Il nous blesse. Nous ne pouvons pas lui échapper. Voilà le premier principe. Le second principe de l'œuvre d'art serait celui-ci. C'est qu'elle est porteuse d'un sens, et souvent même de plusieurs sens, mais des sens qui ne se dissolvent pas dans l'immédiateté. Ces sens de l'œuvre d'art se développent avec le temps. L'œuvre vise au-delà du présent. À l'inverse, l'action terroriste ne vise pas un sens absolu, autonome, mais elle vise seulement à provoquer d'autres actes en retour dans lesquels l'action terroriste elle-même se dissoudra, et il y en aura d'autres actes, il y aura des réponses, etc. C'est ce que disait Valérie dans le texte que je vous citais tout à l'heure. Les conséquences de n'importe quel événement sont imprévisibles. On ne peut pas les calculer. Et donc le sens de cet événement se dissout dans les effets, et dans les effets des effets, et les effets des effets des effets, etc. Il n'y a pas de sens discernable. Ce non-sens est le propre des attentats, des destructions volontaires, qui relèvent de la contestation pure et simple, sans autre message perceptible, mais c'est un vrai message quand même, sans autre message perceptible qu'une mise en accusation par un non-sens ponctuel d'une réalité vécue comme un non-sens global par les auteurs de l'attentat en général. Je voudrais d'abord renvoyer simplement à André Breton, dans les lignes qui précèdent, dans le second manifeste du surréalisme, dans les lignes qui précèdent la description de l'acte surréaliste le plus simple, à savoir descendre dans la rue, revolver au poing. Mais ça commence ainsi, ce passage. Pourquoi aller dans la rue ainsi et aller tirer au hasard dans la foule? Eh bien, parce que, je cite Breton, c'est du bouillonnement écœurant de ces représentations vides de sens, donc c'est l'idée d'un non-sens global, que naît et s'entretient le désir de passer outre à l'insuffisante, à l'absurde distinction du beau et du laid, du vrai et du faux, du bien et du mal. Et comme c'est du degré de résistance que cette idée de choix rencontre que dépend l'envol plus ou moins sûr de l'esprit vers un monde enfin habitable, on conçoit que le surréalisme n'est pas craint de se faire un dogme de la révolte absolue, etc., etc., et d'où le fait de descendre dans la rue. Mais vous voyez qu'il y a d'abord l'idée d'un non-sens global contre lequel on se révolte par un acte qui est lui-même de l'ordre du non-sens. Alors ce non-sens fondamental, vous le retrouvez malheureusement dans
dans des exemples nombreux aujourd'hui, dans les incendies de bibliothèques et d'écoles, dans les quartiers sensibles, dans les attaques contre les forces de secours, autant d'actions qui détruisent paradoxalement ce qui a pour vocation d'aider les populations et les quartiers concernés. Exemple encore plus tragique, les massacres du 7 octobre 2023 en Israël provoquent une réaction d'une violence telle, et pourtant d'une violence tellement prévisible à bien des égards, qu'on peut légitimement s'interroger sur l'existence d'une logique politique, d'une rationalité stratégique à l'origine de la perpétration de ces massacres. L'action terroriste est elle-même prise dans une chaîne ininterrompue d'actions. Elle est elle-même le produit d'une multitude d'acteurs, pas toujours coordonnés, qui ont, chacun de ces acteurs, des objectifs, des messages différents, voire des messages et des objectifs contradictoires à faire passer. Et c'est ce qui distingue. C'est ce qui distingue le pur événement historique que peut être un attentat, une guerre, d'une part, et d'autre part, une œuvre d'art. Nous définissons comme œuvre, malgré tout l'aspect spectaculaire qu'il y a dans ces actes que je viens de citer, nous définissons comme œuvre tout ce qui nous semble ne pas se réduire au pur présent du moment de sa création. L'œuvre s'inscrit dans un temps long. Et cela vaut pour des textes, pour des œuvres d'art littéraires, plastiques, musicales, performatives aussi, qui s'inscrivent, toutes ces œuvres s'inscrivent dans l'histoire comme un événement historique. Les œuvres font événement parfois, bien sûr, elles appartiennent à l'histoire. Mais cette dimension événementielle de l'œuvre n'épuise pas son sens. Un texte, un tableau, une sculpture ont pour vocation de durer, même si tous ces textes, toutes ces œuvres d'art ne jouissent pas clairement de la même durée. C'est vrai que mais c'est une vocation. Vous savez, prendre l'exemple de la littérature, que bien des livres disparaissent des mémoires après les 3 mois réglementaires qu'ils passent à leur parution sur la table des libraires. 3 mois, c'est la durée qu'un libraire maximale, la durée qu'un libraire garde un livre pendant 3 mois maximum quand le livre paraît. Ensuite, il faut vraiment que ce soit un livre tout à fait exceptionnel et qu'il ait un succès exceptionnel pour qu'il soit gardé dans le fond de la librairie. En tout cas, il n'apparaît plus en général sur les tables. Alors, il y a des livres qui restent, mais d'autres disparaissent un peu corps et biens des mémoires. Mais néanmoins, la vocation, elle est quand même de rester et de subsister au-delà du temps présent. Les œuvres performatives, théâtre, musique, danse, ont un statut un peu particulier, c'est vrai, elles ont peut-être plus de difficultés pour subsister, mais elles n'en continuent pas moins d'avoir cette vocation d'agir dans la durée, d'agir dans la mémoire des spectateurs, dans les enregistrements qu'on en fait aujourd'hui, et dans les comptes rendus critiques, bien sûr. Bref, la limitation temporelle de l'œuvre performative, de l'art vivant, n'est pas de nature essentielle. L'œuvre performative, c'est souvent une œuvre répétable. Le spectacle a lieu soir après soir, dans le monde moderne, spectacle après spectacle. C'est une œuvre dont l'effet peut être renouvelé. Le sens même de l'œuvre performative est produit par une forme, et cette forme, elle demeure, elle reste efficace. Et donc, il faut lire l'œuvre performative, elle aussi, en interprète, en lecteur de la forme, en spectateur, et non pas seulement en historien. Voilà, tout ça pour distinguer l'œuvre performative de ce qui pourrait représenter plutôt, ce qui pourrait la rapprocher de l'attentat ou de la performance de type terroriste. Mais je récapitule et je termine là-dessus. Il y a donc deux principes qui ne suffisent pas à définir une œuvre d'art. Je ne vous propose pas ici une définition de l'œuvre d'art, mais simplement une définition par contraste avec d'autres types d'événements qui distinguent l'œuvre d'art d'autres types d'événements sociaux ou historiques avec lesquels on pourrait confondre l'œuvre d'art. Premier principe, l'œuvre d'art respecte l'autonomie du spectateur-lecteur. Elle nous attire, elle nous répugne, elle nous laisse indifférents, mais elle ne s'impose pas à nous de manière autoritaire.
Elle permet le libre exercice de notre jugement esthétique en particulier ou d'autres types de jugements. Bref, liberté du principe du spectateur-lecteur. Et le deuxième principe est celui-ci, c'est que le sens de l'œuvre d'art ne s'épuise pas dans l'instant de sa création. C'est un sens qui se développe avec le temps au lieu de se dissoudre dans l'événement historique qu'il est. Et c'est, je crois, là aussi quelque chose qui distingue assez fondamentalement ce développement du sens, ce qui distingue l'œuvre d'art des autres types d'événements historiques. Alors, notez bien le lien qui existe entre ces deux principes, d'une part, liberté du lecteur, et d'autre part, développement du sens. Parce que c'est précisément parce que l'œuvre laisse le lecteur libre que le sens peut se développer. Le lecteur investit l'œuvre comme il le souhaite. Et c'est cette collaboration libre du lecteur avec l'œuvre, cette symbiose librement choisie, cette élection spontanée et volontaire d'un domicile pour l'imaginaire qu'est l'œuvre. C'est cette chose-là, cette symbiose-là qui est productive et qui est fructueuse, dans une coopération entre l'œuvre et le lecteur. Les dictateurs, les autocrates, les régimes illibéraux, les tyrannies, où qu'ils soient, où qu'elles soient, seront toujours les ennemis de cette liberté de la lecture et du sens. Nous ne le savons que trop bien. Et voilà sans doute l'une des leçons que nous donnent les bergers d'Arcadie. Ah, j'y reviens. Je ne l'avais pas oublié. De Nicolas Poussin, en particulier la seconde version, celle qui est conservée au musée du Louvre. Parce que nul ne nous a forcés, à part moi, à aller vers ce tableau, peint vers 1638, mais ce tableau attire immanquablement des générations successives de spectateurs et d'interprètes depuis près de 4 siècles. Et ce faisant, ce tableau, avec ce tableau, il se produit une floraison remarquable de sens. Quoique tous ces sens, nous l'avons vu, ne soient pas également acceptables ou valables. La dernière fois, vous vous en souvenez, nous avons passé en revue plusieurs interprétations tout à fait intéressantes apparues au XXe et au XXIe siècle de ce tableau de Poussin. Il y avait celle de Louis Marin, d'Elisabeth Cropper, de Claude Lévi-Strauss, de Jean-Louis Ourquet. Des interprétations qui voyaient dans ce tableau une allégorie de la mémoire, de la peinture, de la mort elle-même. Je n'y reviens pas. Mais je voudrais terminer cette réflexion sur le tableau de Poussin en considérant une interprétation tout à fait significative et très influente aussi. C'est celle de l'historien d'art Milovan Stanic, pour qui il s'agit d'un tableau, on n'avait pas tellement évoqué jusqu'ici, je crois, d'un tableau profondément chrétien. Le berger de droite, celui qui est ici, avec sa tunique, enfin son vêtement rouge, le berger de droite est dans la position de qui? De Saint Jean-Baptiste, dans les tableaux de Léonard. Vous les reconnaissez, ces deux tableaux du Louvre. Alors il y a un tableau de Saint Jean-Baptiste par l'atelier Léonard, et ça c'est par Léonard lui-même, avec cet index qui est pointé. Et donc il y a déjà cette image de Saint Jean-Baptiste qui est présente d'après Milovan Stanic dans ce tableau de Poussin. Et c'était pas tout à fait un hasard si Saint Jean-Baptiste, enfin du moins le berger, a le pied appuyé sur cette pierre. Vous l'avez remarqué, cette pierre, dans le coin même du tombeau. Quelle est cette pierre? Eh bien, Milovan Stanic l'interprète comme la pierre angulaire. La pierre angulaire qui est le Christ. D'après l'Ancien et le Nouveau Testament, ou du moins l'Ancien Testament relu par les apôtres. Voici le texte d'Isaïe, chapitre 28. « Cependant, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je pose dans Sion une pierre à toute épreuve, une pierre angulaire,
précieuse, établie pour servir de fondation. Celui qui s'y appuie ne sera pas pris de court. Et Isaïe continue, « Il sera effacé votre pacte avec la mort, votre accord avec le séjour des morts ne tiendra pas. » Donc, une pierre angulaire qui va détruire la mort. Et tout cela est repris quelques siècles plus tard par saint Paul dans la lettre, l'Épître aux Éphésiens. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » C'est le Christ qui est le Messie, qui est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est ainsi que la mort est vaincue. Alors, dans cette interprétation-là, la jeune femme qui est à côté du berger avec le pied sur la pierre angulaire, la jeune femme pourrait être, il faut lui trouver un sens à celle-là, elle pourrait être la Sibylle. La Sibylle annonçant la venue du Christ, ces mêmes Sibylles que vous avez, par exemple, au plafond de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange, qui sont dans la tradition de l'apologétique chrétienne, qui sont les prophétesses païennes de la venue même du Christ. Et alors la preuve ultime de cette démonstration du message chrétien du tableau de Poussin pour Milovan Stanić, c'est ce doigt du berger qui déchiffre de très près l'inscription Et in Arcadia ego, et donc qui est agenouillé, et le doigt croise, vous voyez, croise le R de Arcadia. Il le croise ici, de façon à former un chrisme. Vous savez, le chrisme, c'était, dans les premiers siècles du christianisme, un symbole du Christ, un symbole du christianisme, puisque ça reprend les deux premières lettres en grec du Christ, chi et rho, ainsi que, voilà, donc chi et rho, donc ils sont intercalés comme ceci, et le chrisme, bon, c'est un symbole que l'on retrouve dans les premiers siècles du christianisme, et ici, on aurait, pour Stanić, pour l'historien de l'art, ici, un chrisme qui est représenté. Alors, on peut en douter un peu, parce que le R ici n'est peut-être pas lié au chrisme, ça, on reconnaît ici peut-être la boucle du rho, mais le R, pour Louis Marin, notre historien de l'art, que j'avais déjà cité, le R serait le R du commanditaire, Giulio Rospigliosi, le futur pape, qui avait commandé le tableau à Poussin. Donc ce serait un hommage, en fait, plutôt à Rospigliosi, plutôt qu'un symbole chrétien pour Louis Marin. Et puis, tout de même, lorsqu'on reproduit un symbole, quand même, il est important de le faire bien. Or, vous remarquez que le doigt n'est pas exactement posé comme il devrait l'être. Le doigt, si c'était un chrisme, devrait être posé sous la boucle même du R, et non pas sur la boucle. Donc, je trouve que le fait que la boucle supérieure du R, le fait que cette boucle ne soit pas complètement dégagée du doigt, ne rend pas le chrisme vraiment très apparent. Et donc, de ce point de vue-là, je ne trouve pas l'interprétation, en fait, ce détail-là, en tout cas, tel qu'il est lu par Stanić, je ne le trouve pas tout à fait convaincant. Il se trouve simplement que le R est la lettre centrale de l'inscription, R comme Rospigliosi, le commanditaire, ou R comme Rome, Roma, qui est la ville où se trouve Poussin. Pourquoi pas? Alors, pour ma part, je pense à l'interprétation chrétienne intéressante, mais s'il faut proposer une interprétation chrétienne du tableau, je dis s'il faut parce qu'il n'est pas sûr qu'il le faille, mais s'il le faut, la mienne serait légèrement différente. Vous voyez qu'on est dans une polysémie, une diversité des interprétations. Vous vous rappelez que dans la première version d'Et in Arcadia ego, c'est ce que nous avions vu dans les séances précédentes, par Poussin donc, la référence à l'Évangile était absolument évidente. Là, il n'y avait pas de doute qu'il y avait une référence qui s'imposait aux spectateurs. C'est-à-dire que les trois bergers, ici se précipitant vers le tombeau, annoncent clairement à leur manière, du moins ils préfigurent, le jour de la résurrection du Christ, quand, dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine, Jean et Pierre se précipitent vers le tombeau de Jésus et le trouvent vide.
Cette référence, nous l'avons vu, elle est absolument évidente pour tous les spectateurs contemporains de Poussin, en particulier à Rome. Bon. Alors maintenant, est-ce que nous pouvons lire la seconde version du tableau dans la continuité de cette première lecture, de cette première version? Alors c'est un peu difficile, parce que, comme vous le remarquez, nous avons affaire à 4 personnages, au lieu de 3. Bon, c'est plus tout à fait la même chose. Alors, les 2 bergers de gauche ne posent pas trop de problèmes. Le barbu, au plus près du tombeau et de l'inscription, ben c'est toujours Pierre, à bien des égards. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Son camarade, plus jeune, est évidemment Jean. Mais que faire des personnages de droite? On ne peut plus y voir Marie-Madeleine, c'est plus possible. Alors on peut y voir comme Milovan Stanic, Saint Jean-Baptiste et la Sibylle. Pourquoi pas, hein, ce serait une possibilité qui désignerait ou annoncerait la résurrection à venir de l'autre côté de cette faille, hein, qui est la faille de la mort, hein, qui est vaincue en quelque sorte par cette pierre angulaire. J'aime assez cette interprétation de la pierre angulaire, je la crois assez forte parce que justement on est dans une pierre d'angle au coin même du tombeau. Ou bien on pourrait même dire, et plus clairement, et pour aller encore dans ce sens-là, pourquoi Saint Jean-Baptiste? Mais ce berger en rouge est déjà une figure christique. Hein. Il pose le pied sur la pierre angulaire, son vêtement rouge est celui de la passion. Hein. Dans l'Évangile, le rouge est la robe dont les soldats revêtent Jésus au moment de la Passion, eh bien, elle est rouge, elle est pourpre. Hein, c'est une couleur royale. Et dans la liturgie catholique, eh bien, le rouge, c'est la couleur des offices de la Passion. Donc, oui, ça va assez bien hein, dans ce contexte-ci, cette couleur rouge pour désigner le berger comme une figure christique. Et puis même, on pourrait dire, allons-y, gaiement, si je puis dire, la couronne de laurier ici évoquerait presque une couronne d'épines. Donc, ce berger d'Arcadie, eh bien, il est le bon pasteur. Le bon pasteur, vous savez, c'était une représentation classique de Jésus, du Christ, dans les représentations du premier christianisme. On représentait, à partir des paraboles, vous savez, des brebis perdues dans les évangiles, on représentait le Christ comme un berger, un berbe, portant un agneau sur les bras qu'il est allé récupérer, hein, qu'il est allé sauver. Oui, pourquoi ce berger d'Arcadie ne serait-il pas le bon pasteur, à savoir Jésus, le Christ? Et remarquez que, alors ça aussi, s'il faut chercher des symboles, le chrisme, je vous l'ai dit, n'était pas très convaincant. Mais ne serait-il pas plus convaincant de voir ici ce bras qui croise, ce bras horizontal, qui croise la houlette ou le bâton du berger, comme une croix ici, hein, qui est formée. Et donc, on aurait ici tous les signes chrétiens qui seraient rassemblés. Vous auriez le Christ ressuscité, en quelque sorte, une figure christique, hein, disons, ressuscité, sorti de la crevasse des enfers au pied du tombeau. Ce personnage qui aurait passé ainsi le peu profond ruisseau de la mort, selon Mallarmé, ce vers du tombeau de Verlaine que je vous avais cité la dernière fois. Bon, le cas de ce berger en rouge est réglé. Et la femme? Alors, c'est plus compliqué, mais quelle femme peut se trouver à côté du Christ et poser la main sur son épaule dans un geste protecteur? J'en vois 2 possibles. Sa mère, la Vierge Marie. Notez la couleur bleue de la robe, qui est une couleur mariale, c'est une possibilité, ou bien, sans doute plus convaincant, à mon sens quand même, une figuration de la sagesse divine, et la sagesse avec un grand S,
qui est traditionnellement représentée par une femme, cette sagesse qui a préparé le salut et qui a organisé la victoire sur la mort, donc une représentation de la providence. Bon, alors, c'est mon interprétation chrétienne, qui est un peu nouvelle par rapport à celle qui était proposée par Milovan Stanic. Il y a quelques variations. Vous voyez que les figures, les formes sont polysémiques, on peut les interpréter différemment. Donc nous voici avec une nouvelle interprétation chrétienne du tableau, comme si nous n'en avions pas déjà suffisamment. Mais je ne la crois pas plus improbable que les précédentes interprétations. Alors, pour ma part, je n'y crois que moyennement. Je vous en ai parlé parce que je pense qu'elle est plausible, mais c'est une interprétation parmi d'autres, et je ne mets très certainement pas ma main à couper que c'est la bonne. Mais je crois qu'il faut croire, en revanche, à la polysémie de ce tableau, à la diversité des sens. Et il faut dire que toutes ces interprétations que j'ai passées en revue aujourd'hui et à la séance précédente, toutes ces interprétations nous donnent vraiment le vertige. Et pourquoi faudrait-il choisir ? L'ambivalence, l'amphibologie sont absolument caractéristiques de cette œuvre. Et je dirais même, puisque nous étions en train de réfléchir à ces principes constitutifs de l'œuvre d'art par rapport à l'événement historique, l'œuvre de l'art le plus élevé, par opposition justement à ces événements historiques dont je parlais tout à l'heure, en particulier les plus tragiques, l'œuvre de l'art le plus élevé est une machine précisément à bloquer l'interprétation définitive, ou plutôt à multiplier les interprétations provisoires, ce qui revient au même. Si vous multipliez les interprétations provisoires, c'est comme si vous empêchiez une interprétation définitive. Et donc, on n'est absolument pas dans le non-sens, on est au contraire dans la multiplicité des sens possibles. Et tout cela est indécidable, mais est indécidable de façon volontaire. Le tableau de Poussin, c'est une machine à créer du sens, et à créer du sens selon les différents observateurs. Et c'est ainsi que cela a été voulu. Le chrétien y voit un tableau qui préfigure le salut. C'est ce qu'on vient de voir. Et je crois que cette interprétation, je la crois prévue par Poussin, à bien des égards. Mais le stoïcien peut y voir un autre message. Le message, par exemple, de Montaigne, que philosopher, c'est apprendre à mourir. On est au premier livre des essais, c'est une photographie de l'exemplaire de Bordeaux des essais. Que philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est un message stoïcien que va développer ici Montaigne. Et Poussin arrive après Montaigne. Mais l'épicurien, le libertin, lui, qu'est-ce qu'il peut y voir ? Eh bien, il peut y voir une représentation plutôt du carpe diem. Il faut cueillir le jour. Il faut profiter du bonheur présent, car la mort finit toujours par survenir. Et ça peut être aussi une interprétation de ce et in Arcadia ego. Nous en avons vu beaucoup. Vous vous en souvenez de ces interprétations de la formule latine. Et in Arcadia ego. Ça peut aussi vouloir dire, puisque c'est une épitaphe, moi aussi, même mort, j'ai connu l'Arcadie, j'ai connu le bonheur. Et donc, ça peut être aussi un message de type épicurien. On peut voir là, en fait, personne ne peut m'enlever le bonheur dont j'ai joui avant de mourir. Voilà aussi ce que peut dire cette phrase. On peut voir là, dans ce tableau, une représentation donc de l'ataraxie épicurienne. Vous savez, l'ataraxie, c'est le fait de ne pas être troublé, de n'être troublé par rien. C'est le sens étymologique de ce terme en grec. Une ataraxie fondée sur, pour les épicuriens, fondée sur la philia en grec, c'est-à-dire l'amitié. C'est 4 bergers, 3 bergers et une bergère qui sont là. Ils forment un groupe, ils forment une communauté, ils sont amis entre eux. Eh bien, voilà, pour les épicuriens, pour Épicure, la philia, c'est absolument fondamental dans la vie épicurienne. Eh bien, voilà une philia, une amitié que ne saurait aucunement troubler la pensée
de la mort. Voilà aussi ce que nous dit le tableau. Puisque un autre sens encore de ce et in Arcadia ego, ben, ça pourrait être aussi, puisqu'il y avait une hésitation selon Panofsky, vous savez, est-ce la mort qui parle ou est-ce le mort? C'est le mort si c'est une épitaphe, c'est la mort si c'est effectivement une sorte de symbole, si c'est la mort qui est le sujet. Mais on peut comprendre aussi la phrase, même si c'est la mort qui est le sujet, et ego. On peut dire là où moi, la mort, je suis, c'est aussi l'Arcadie, c'est encore l'Arcadie. Je n'empêche pas l'Arcadie d'exister, même là où je suis. Voilà aussi une autre façon de comprendre ce tableau qui n'est pas contradictoire avec un message épicurien. Eh bien, tous ces sens-là, ils sont présents dans le tableau et il ne faut pas choisir. Il faut chérir cette liberté que nous avons en tant que spectateurs, en tant que lecteurs, d'avoir tous ces sens à notre disposition et qu'aucun ne nous soit imposé de l'extérieur, par aucune puissance. Nous n'avons qu'à nous laisser méditer, contempler ce tableau et à réfléchir dessus librement, faire agir notre raison, regarder le contexte, peut-être les intentions, si on peut les trouver, des différents acteurs, des commanditaires, de l'artiste. Cela, c'est un travail de type scientifique, ça fait partie du protocole même de la lecture, mais je nous invite à ne pas choisir et à profiter de cette liberté que nous avons en tant que lecteurs, à garder l'ensemble de ces sens possibles, présents à notre esprit, lorsque nous observons un tableau comme Les Bergers d'Arcadie de Poussin. Merci.